Benedict Cumberbatch a été attaqué chez lui, à Londres, par un chef d'un palace étoilé armé d'un long couteau. Ça a l'air hyper personnel comme affaire, donc j'ai mené l'enquête. Je me suis demandé si Cumberbatch avait déjà tenu des propos jugés impardonnables par n'importe quel chef anglais, du genre faire frire des plaquettes de beurre, ce n'est pas peut-être une entrée très convenable, ou bien non merci, je ne prendrai pas de lard dans mon sandwich de pain de mie aux frites. Ah mais non, rien du tout. C'est après que j'ai vu la gueule du type et je me suis dit que c'était forcément le prochain grand méchant de Doctor Strange 3. Un truc à la con, genre le type qui veut voler la cape de lévitation, faire une nappe, rajouter expérience culinaire atypique sur son site wix.com et surtout facturer 25 livres, la saucisse et les 3 haricots. C'est le multivers de la bouffe infernale. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 401e JT Comics, c'est un petit point dictionnaire. Audace, nom féminin qui veut que Marvel Studios propose sa série She-Hulk pour 19 catégories des Emmy Awards, les récompenses des scénaristes, des acteurs, des effets spéciaux et j'en passe. Alors oui, c'est audacieux, mais ça reste toujours moins culotté que nos gouvernants qui voudraient que les troubadours récompensés pour leur film un petit brin subventionnés ferment leur gueule et soient complètement à leur service, surtout que si ceux qui subventionnent grassement bien plus nos gouvernants se mettent à adopter la même logique, ça risque de picoter pour eux, mais passons plutôt tout de suite aux news de la semaine. Spider-Mania. Cette semaine, c'est clairement la Spider-Mania entre la sortie du film Across the Spider-Verse, dont nous allons parler sans aucun spoiler, et la suite dévoilée du jeu Marvel's Spider-Man sur PlayStation. On sait qu'on va pouvoir voir Kraven le chasseur qui se dote d'un nouveau terrain de chasse, à savoir New York, tout simplement, mais aussi Peter Parker qui va pouvoir bénéficier des pouvoirs du symbiote, non pas de Venom. J'espère qu'on verra Venom, vous allez voir, on va y revenir, mais ça c'est clairement un double tranchant, parce que c'est bien beau de vouloir ressembler à un goéland qui a piqué une tête à la piscine municipale L'Erika, mais jamais, non jamais dans les comics, le symbiote n'a corrompu Peter Parker, n'a rendu Peter Parker maléfique. Ça c'est venu après dans la série animée, dans les films, dans certains jeux vidéo. On se souvient de cette scène de danse infâme dans Spider-Man 3 notamment. Donc là, se dire que peut-être que Parker va encore prendre les mauvais choix et ne pas être à la hauteur de son vrai potentiel, à savoir celui d'être le meilleur super-héros de l'univers Marvel, simplement à cause d'un petit bout de slime pour enfants de gothique, c'est un petit peu frustrant. Dans la BD, le symbiote qui apprivoise l'espèce humaine, qui ne comprend pas très bien les sentiments et qui les apprend avec Parker, s'empare de lui dans la nuit et c'est pour ça qu'il est épuisé et il décide de s'en séparer, non pas parce qu'il change de comportement, mis à part d'avoir des couilles de Venom sous les yeux justement. Non, il veut s'en débarrasser quand Mister Fantastic lui apprend qu'il est vivant, et donc ça le dérange un petit peu. Bon, en plus, je sais pas vous, mais moi je suis pas fan de hentai, donc ce look avec des tentacules noirs qui explosent de partout, j'en suis pas spécialement friand. J'espère qu'on verra le vrai Venom, Eddie Brock, dans le jeu, Insomniac, qui est un studio qui nous a quand même prouvé qu'il pouvait raconter des belles transformations de personnages, avec celle de Doc François Hollande Octopus, en un seul jeu, donc l'espoir est permis. Un film qui nous a très vite prévenu qu'il ne nous parlerait pas du méchant Parker et de sa danse diabolique, tout en nous en parlant, c'est fort. C'est Into the Spider-Verse, dont le deuxième opus sort aujourd'hui en salle, et avec déjà un faux record, puisque dès qu'on a su que le film ferait 2h19, on nous a dit que c'était le film d'animation le plus long, oui, mais d'Hollywood, puisque pour les japonais, 2h19 c'est à peine la durée de la pub Haribo. C'est le 20e film d'animation le plus long, les premiers c'est des Canadiens avec 4h33 pour ce film expérimental Distracted Blueberry, dont la bande-annonce m'a déjà semblé longue à elle seule. On tombe à 2h42 pour le film japonais La disparition d'Harushi Suzumiya. Bon, là je suis clairement en train d'essayer de donner du plaisir prostatique à une mouche, mais c'est surtout que la suite de ce chef-d'œuvre n'a pas besoin de faux prétextes pour faire parler d'elle. Oui, le 1 a séduit des millions de spectateurs, je vais pas vous balancer des chiffres au hasard, mais il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux souhaitaient découvrir, approfondir avec de la lecture de comics, donc ça c'est tout bénef pour les fans, quand ça attire en librairie, puisqu'il s'agit d'une bonne adaptation d'un personnage de comics fidèle aux matériaux sources, qui en même temps trace sa propre route et se sert surtout pleinement des codes du médium en question, à savoir le cinéma d'animation. Et le 2 ne s'annonce pas moins grandiose, si on veut parler de records, on peut citer les plus de 280 Spider-Personnes, dont une centaine environ sont clairement identifiables par un nom, les autres
peut-être juste de l'arrière-plan, 2 secondes, il va falloir être vif. Les premières critiques n'y vont pas de main morte, disant qu'on se rapproche encore un petit peu plus du chef-d'œuvre, en disant que c'est le meilleur film de super-héros sorti en 2023, alors qu'on a eu Shazam 2 et Ant-Man 3, c'est dire, hein. On nous dit aussi que malgré le changement de temps, avec des petites touches un petit peu plus tristes, un petit peu plus sombres, eh bien on salue tous la profondeur du film et le travail artistique qui est phénoménal, hein. On le doit en grande partie à Alberto Mielgo, hein, donc l'artiste qui avait travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans sur les concepts, et sur la direction artistique à adopter pour le film avant d'être viré. Bon, il y a eu des problèmes, mais ça reste quand même lui qui a donné beaucoup de bases qu'ont exploité après merveilleusement bien les artistes qui ont suivi ensuite. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Cross the Spider-Verse dans les commentaires. Attention aux spoilers pour ceux qui les lisent, hein, et puis savourez-le ce film, puisque la grève des scénaristes aux États-Unis a mis en pause l'écriture et la production de toutes les séries en prise de vue réelle situées dans le Spider-Verse de Sony. Non pas qu'on s'attend au même degré d'exécution artistique, disons qu'on saura dans quel Spider-Verse se plonger, se replonger pour attendre et ou pour se consoler une fois que ça sera sorti, hein, et pour ceux qui préfèrent les travaux manuels, vive les cosplayers, et cette semaine particulièrement ceux du studio Carver qui ont donné vie à Ray Grapp, le démon des limbes, inspiré par Peter Parker, par Spider-Man, dont vous découvrirez l'histoire dans le crossover Dark Web, on dirait une tortue ninja sous cocktail de stéroïdes euphorisants. Arachnophobe. Dans le reste de l'actu ciné non arachnide, Marvel Studios avait une seule et unique condition pour le retour de Nick Fury dans la série Secret Invasion, et c'était que le personnage devienne un personnage de film noir, un loup solitaire à la western. Alors il s'était déjà très bien entraîné à la solitude dans Avengers Endgame, où il n'était même pas sorti de sa cachette, ce solitaire. Et c'est toujours intéressant de voir le personnage évoluer. Ah, tiens, autre chose, une conséquence très directe, très concrète de la grève des scénaristes, c'est que sur le tournage de Deadpool, Ryan Reynolds, qui est crédité comme scénariste du film, ne pourra pas improviser. Il devra se tenir entre les bornes au millimètre près du scénario qui a été rendu juste avant la grève. Sinon, forcément, ça serait triché, mais c'est super dommage pour l'acteur qui a réussi à rentrer dans la peau brûlée, certes, mais quand même la peau du personnage. Et surtout quand on sait comment il est bon en improvisation. Et puis tiens, pour ceux qui aiment bien l'univers d'ici, on a demandé au réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, si après avoir pris en main le Batman de Zack Snyder, le Batfleck, après avoir pris en main le Batman de Tim Burton, le Bat Keaton, est-ce qu'il aurait son propre Batman à lui, le futur Batman du DCU, dans le film qui le mettra en scène avec son fils biologique Damian Wayne, dans The Brave and the Bold, et le réalisateur a répondu qu'il ne pouvait pas en parler pour l'instant, donc je vous laisse spéculer comme si vous étiez des traders plaquistes, l'œil sur la bourse et le nez dans le plâtre. Vos papiers. Dans l'actu purement comics, ça bouge bien chez DC où on dit l'amour Wayne, l'amour Kyle plutôt que dire l'amour Vache, puisque la prochaine grande guerre qui prendra racine dans le crossover Night Terrors opposera Bruce Wayne et Selina Kyle, Batman et Catwoman. Alors on ne sait pas quelles seront les raisons de la colère, est-ce qu'ils auront à se reprocher, hein. J'en ai marre que tu prennes les cartons de course que se fait livrer Alfred au manoir pour ta litière avant qu'il ait eu le temps de les déballer. J'en ai marre que tu passes tes journées à ronfler à l'envers sur une barre de traction, assez moche quand un couple ne se supporte plus. Chez Marvel, la prochaine révolution signée Hickman, intitulée Gods, G-O-D-S, se dévoile à l'occasion de Variant Cover qui mélange les personnages principaux de l'univers Marvel avec ces toutes nouvelles créations, des personnages dont on nous dit qu'ils sont des agents du pouvoir en place, des agents de l'ordre naturel des choses, des serviteurs, des fondements de la création. On découvrira donc Wynn, Mia la fille magique, même si les plus assidus d'entre vous me diront que 2 femmes peuvent prétendre à ce titre, mais seule une possède les mêmes sourcils qu'Elga Pataki et Arnold. On découvrira Dimitri, le scientifique, qui se paie quand même Thor et Moon Knight avec sa petite dégaine de cadre dynamique, il me tarde de voir ce dont il est capable, Aiko Maki ou encore Kubik Score, très intéressant son design, hein. On dit que si nous allons les découvrir pour la toute première fois, en tout cas ils s'affrontent et ils manigancent depuis la nuit des temps. La série Alligator Loki, jusqu'alors exclusivement numérique, réservée aux utilisateurs de l'application Marvel Infinity, va paraître sur papier. Si on veut vraiment une vraie guerre des Loki, que quelqu'un fasse une version nue de cette case, hein, qui lui bouffe la knacky et qu'on ait une vraie raison de faire s'écrouler le multivers, hein. Et justement, tiens, pour célébrer les 5 ans de l'éditeur Ahoy Comics, qu'on connaît en France pour certaines publications comme The Wrong Earth ou alors Second Coming, eh bien, on trouvera à travers tous les titres de l'éditeur une histoire en prose, commencée par Grant Morrison, avant de passer le flambeau à d'autres scénaristes de comics. Dans la liste s'affiche ici, ça sera illustré également, ça s'intitulera Partially Naked Came the Corpse, et ce sera à la façon des cadavres exquis,
qui, et c'est pas pour étaler ma science, a été inventé par les surréalistes et non pas par Luca Rocco Magnotta. Et puis pour rester dans les comics indés, celle qui a le vent en poupe en ce moment, Zoe Thorogood, qu'on connaît en France grâce à l'éditeur Bubble BD qui a fait Dans les yeux de Billy, grâce à iComics qui va publier plus tard dans l'année Rain avec Joe Hill, et bien elle illustrera, elle devrait s'impliquer un petit peu plus dans du super-héros pur et dur vers la fin de l'année, quelque chose d'un petit peu plus conséquent que ces quelques pages ou ces quelques couvertures dans les anthologies DC et Marvel. Lisez. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de tomber les 3 tomes de Jonah par Chris et Laura Samney, donc l'histoire de 2 sœurs, une qui disparaît et l'autre qui part à sa recherche sur fond d'un monde dans lequel il y a une rupture puisque apparaissent des monstres, on ne sait pas pourquoi, il y a un vrai mystère, c'est une pépite artistique, c'est super bien dessiné, c'est Chris Samney, certains le connaissent pour son Daredevil, il a fait plein de choses chez Marvel, chez DC également, et puis en indépendant avec Robert Kirkman, Firepower. C'est très bien de pouvoir enchaîner les 3, puisque c'est une histoire qui se lit assez vite, c'est une histoire qui se partage aussi, puisque si vous avez un pré-ado, il pourra la lire, si vous avez un ado, il pourra la lire, si vous êtes un adulte, vous pourrez la lire, et vous pourrez la passer à vos parents, voire même à vos grands-parents, c'est ça que j'aime bien avec les histoires comme ça, qui se partagent en famille. C'est chez 404 Comics, ça s'appelle Jonah. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. Je lis aussi chacun de vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube. J'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous me laissez par exemple tous les mardis vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis près de 8 ans maintenant. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Drôle de parade à Disneyland Paris où 1000 employés du parc en grève ont défilé pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et je suis pas syndicaliste, mais je leur conseille quand même une autre méthode de lutte. Ils se mettent tous dans les habits des personnages. Elsa par exemple de la Reine des Neiges. Et dès qu'un petit approche, avant de prendre la photo, paf, ils se mettent à lui hurler les revendications dans l'oreille façon Chris Barnes. Ça c'est la lutte.